3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché au terme d'une journée intense, je le disais, en termes de flux de nouvelles. Julien Nebenzal est avec nous en plateau. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes président de Futuriem. Merci à Sébastien Lalvé de nous accompagner également. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Directeur général de la financière Arbevel, et Zakaria Darwish avec nous également ce soir, gérant taux et crédit chez CPR Asset Management. Bonsoir Zakaria. Bonsoir. La Banque Centrale Européenne, c'était un des grands rendez-vous du jour. Zakaria, je commence avec vous. Quels pouvaient être les objectifs de cette réunion pour Christine Lagarde et quels sont les résultats à l'arrivée ? Alors l'objectif, il était clair, il a été défini même à la réunion d'avant, c'est de faire passer le temps en attendant la réunion de décembre. Et surtout les nouvelles projections du staff de la BCE. À en juger par la réaction sur le marché, le bilan cet objectif-là n'a pas été atteint, parce qu'on voit un fort mouvement sur les marchés de taux, traduisant une certaine défiance à l'égard des projections macroéconomiques de la Banque Centrale Européenne, et en particulier sur le scénario d'inflation. La BCE avance que cette inflation est transitoire. Elle avance pour cela trois facteurs identifiés, l'énergie, l'effet de base et la dynamique entre l'offre et la demande. Quand on regarde les pricing de marché et quand on voit que les marchés s'attendent à ce que la BCE relève 2 fois ses taux l'année prochaine, on se dit qu'il y a un sujet majeur, c'est un sujet de crédibilité. Ouais. C'est-à-dire qu'un des objectifs implicites de cette réunion, pour passer le temps, comme vous dites, Zakaria, c'était quand même de voir Christine Lagarde réagir à ce qu'on appelle le pricing de marché, qui a beaucoup évolué ces dernières semaines et qui indique, comme vous le soulignez, que le marché anticipe que la BCE pourrait être en position de commencer à remonter ses taux dès la fin d'année 2022. Christine Lagarde nous dit que ce n'est pas du tout dans la feuille de route de la Banque Centrale Européenne. Néanmoins, au moment où on se parle, après la conférence de Christine Lagarde, le marché continue et persiste et signe d'une certaine manière dans l'idée que la BCE va peut-être remonter ses taux beaucoup plus tôt que prévu. Voilà, exactement. Quand on entend Christine Lagarde, elle a avancé plein d'arguments pour justifier que la BCE ne montera pas ses taux, mais on ne peut être que surpris par sa sortie où elle dit que ce n'est pas son job, ce n'est pas son rôle que de dicter, que d'avoir une vue sur les attentes de marché. Alors que fondamentalement, c'est l'un des rôles clés d'une banque centrale. On lui demande, est-ce que le marché est complètement à côté de la plaque quand il intègre des premières hausses de taux de la BCE en 2022 ? Elle dit, c'est pas à moi de dire. Oui, effectivement. Et ça ne va pas sans nous rappeler sa première réunion en tant que présidente de la BCE, où elle a dit que ce n'était pas à la Banque centrale d'intervenir sur les spreads entre les pays européens. Alors que c'est le sujet même de l'intégration européenne et de la non-fragmentation et de la vie de l'euro en tant que devise unique. Est-ce que c'est une... Alors, on parle de la Banque centrale et on est des commentateurs, des observateurs. Effectivement, c'est une position très facile. Je veux remettre les choses à leur place. Et personne n'a envie d'être banquier central aujourd'hui. C'est un job très compliqué. Mais est-ce qu'elle a pour vous une erreur de communication ou est-ce qu'il y a quelque chose de volontaire dans cette communication aujourd'hui menée par Christine Lagarde ? Non, clairement, mon point de vue, c'est que... sa sortie sur le fait que la Banque centrale n'a pas à commenter les pricing de marché est très discutable. Sur tout le reste, on le voit pendant toute la conférence de presse et tout au long des questions, il y a un sujet clé qui revenait, c'est ce décalage entre la vue de la Banque centrale comme quoi l'inflation est transitoire et l'attente de tout le marché qui dit non, mais en fait, la BCE se trempe là-dessus. Ouais. Et en fait, pour elle, le plus gros challenge maintenant, c'est un sujet de crédibilité, d'autant plus qu'on voit d'autres banques centrales ont un peu, vous m'excuserez l'expression, ils ont un peu retourné leur veste en se disant non, ben finalement on va arrêter le QE, leur soutien quantitatif, on va relever les taux plus tôt que prévu. Et c'est dans ce contexte-là que la mission de Christine Lagarde était plus difficile aujourd'hui. C'est ça, c'est ce qui rend compliqué la tâche de la Banque Centrale Européenne de Christine Lagarde, c'est qu'autour d'elle, beaucoup de petites mais grandes banques centrales également sont en train, comme vous dites, d'accélérer leur programme de resserrement de politique monétaire. Tout à fait. Aux États-Unis, on voit que maintenant, on est presque préparé à un recul de soutien monétaire en novembre. Le plus marquant a été quand même la Banque du Canada,
parce qu'elle a pris le marché par surprise en disant bon, je révise mes prévisions de croissance potentielle, et donc suite à cela, je fais un constat. La réaction, c'est que j'ajuste immédiatement mes programmes de soutien à l'économie. Et donc, dans ce contexte-là, on se dit, alors même si une banque centrale, même si la BCE ne dit aujourd'hui, je ne vais pas relever mes taux, voici ma projection, j'ai une vision qui est plutôt sur une inflation, un objectif d'inflation symétrique. Il y a des inconnus. Les inconnus, il y a l'énergie. On ne sait pas vraiment si les problèmes de chaîne de supply chain, chaîne de valeur, chaîne de production, est-ce qu'ils vont disparaître demain ou pas? Et puis, on s'attend à une croissance des salaires qui est faible, mais ça reste quand même une inconnue dans le futur. Et le marché, ce qu'il est en train de dire, c'est que si demain, finalement, la BCE s'est trompée, c'est simple pour elles, elles vont juste relever ses taux. On a plusieurs éléments aujourd'hui, plusieurs chiffres qui sortent et qui nous font penser que cette inflation va être plus transitoire que annoncée, de l'aveu même de la BCE. Elle va durer plus longtemps. Elle va ça durer, voilà, d'accord. Ok. Et donc, on se dit que finalement, il y a un risque, même si la BCE ne dit pas qu'elle va relever ses taux, il y a un risque que les chiffres que la BCE regarde, elle se soit trompée sur ces projections-là. Et donc, moi, en tant que participant de marché, il faut que j'intègre cette probabilité, il faut que j'intègre ce risque dans mes anticipations. Exactement ça. Et c'est ça ce que relève ce pricing de marché aujourd'hui. Bon. Julien Nebenzal, alors on en discutait avant l'émission, vous avez écouté vous aussi Christine Lagarde, qu'est-ce que vous en retenez et qu'est-ce que la situation, notamment quand on regarde le marché obligataire, vous évoque aujourd'hui? Oui, je vous disais avant l'émission que j'ai écouté, et en général je comprends à peu près, j'ai pas tout compris cette fois-ci. Voilà. J'ai trouvé que c'était pas si clair que ça en fait. Et on aurait pu, pour être naïf, on aurait pu commencer par reconnaître que l'inflation est enfin là, parce que si on regarde les 5 dernières années, c'était quand même le souhait des banquiers centraux et surtout de la Banque centrale européenne. Parce que le risque, la situation déflationniste dans laquelle était l'Europe, c'était un vrai sujet. Et quand on écoute, c'est là où je trouve que c'est pas très clair, mais les éléments qui justifient la dynamique de hausse de prix n'ont rien à voir avec la politique monétaire. Et ça, c'est quand même... Donc, que dire par rapport à cette situation? Ce qui se passe en ce moment n'est pas du fait de la politique monétaire, et pourtant on attend la politique monétaire sur le contrôle de cette chose, qu'elle n'a donc probablement pas déclenchée. Alors évidemment, tout le monde a en tête Volcker 79, la capacité des banquiers centraux à éradiquer l'inflation du jour où ils l'ont décidé, etc. Mais il y a quand même des économistes, et Galbraith en tête, qui ont dit qu'il y a peut-être plus une coïncidence dans le recul des prix de l'énergie qui a alimenté une désinflation, plutôt que l'effet pur à 100%. Alors évidemment, quand les taux montent, l'activité ralentit, et forcément, ça n'est pas inflationniste, ça c'est acquis. Mais de dire que les banques centrales sont capables de maîtriser l'inflation, c'est quelque chose qu'on croit, mais qui n'est pas si acquis que ça. Voilà. Alors, ce que j'ai entendu, et je pense que c'est ce qui génère beaucoup de nervosité, c'est que l'inflation n'est plus transitoire, puisque le terme a quasiment disparu. Je crois que même dans le statement préliminaire, la publication des éléments consensuel au sein du Conseil des gouverneurs, oui, il y a une phrase clé qui décrivait l'inflation comme étant essentiellement de nature transitoire qui a été droppée. Donc l'inflation n'est pas forcément une conséquence de la politique monétaire et elle n'apparaît pas nécessairement comme transitoire. Donc que peut faire un marché financier face à ça? Il peut redouter que la Banque centrale se mette à réagir. C'est une chose et ce qui explique peut-être ce qu'on voit en ce moment. Il y a un autre élément qu'il faut à mon avis mettre en face, c'est la cohérence des banques centrales en elles. Parce que là, on a été très contents pendant la pandémie de voir que les États se coordonnaient à peu près pour assurer des dépenses budgétaires qui permettent de passer le choc pandémique et que les banques centrales, évidemment, étaient là pour soutenir ces dépenses et pour préserver les marchés obligataires d'un éventuel dérapage. Tout le monde s'est mis à l'unisson. Mais la Banque centrale américaine, qui guide quand même les choses, est en train, elle, de dire qu'elle va plutôt accélérer son processus de normalisation. Enfin, c'est ce qui était encore entendu il y a quelques jours. Donc la Banque centrale européenne ne peut pas se mettre tellement à l'écart de ça. Alors il faut trouver la combinaison de dire il y a une inflation qu'on voulait, mais finalement elle n'est pas si transitoire parce qu'elle est liée à des choses qui sont intimes dans l'économie, qui ne sont pas du ressort de la politique monétaire. Mais pour autant, ne vous inquiétez pas, c'est pas pour tout de suite. C'est un exercice qui est très compliqué et qui peut aboutir à un discours confusant. J'ai trouvé que le discours était un petit peu confusant pour la Banque centrale européenne. Bon.
Sébastien, qu'est-ce qui vous intéresse là? Parce que ça bouillonne de partout du côté des banques centrales. Et on voit bien que le virage, ça va être compliqué de ne pas prendre le virage d'une certaine manière. D'un côté, c'est une période compliquée. Donc, faut voir d'où on vient. On a eu un stop and go de l'économie comme on n'en a jamais eu, qui n'était pas lié à une crise économique classique, cyclique, comme on en a connu, mais à un choc pandémique qui n'est pas fini. Et donc un stop and go, et dans les industries, parce que dans les boîtes de services, ça va, mais dans les industriels, où vous avez toute une chaîne logistique qui a été interrompue avec des aides qui n'ont pas été réparties entre tout le monde de façon équivalente, vous avez dans la chaîne de valeur des ruptures qui doivent se remettre en route. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez aussi toute une chaîne logistique qui est le fruit d'années de mondialisation ininterrompue où le prix était le seul critère et où on pensait que la logistique était quelque chose c'était évident. Une commodité. Une commodity, c'est-à-dire que si je commande, c'est plus loin quand c'est en Chine, mais enfin si je le commande maintenant, je l'aurai à l'heure prévue. C'est absolument pas le cas. Donc on se retrouve avec un stop and go, avec une chaîne logistique extrêmement compliquée, de la géopolitique qui n'a jamais été aussi un sujet important entre la Chine et les États-Unis, où la Chine a des moyens de levier intérieurs. Intérieur, on le voit, parce qu'il y a une reprise en main du pays sur plein de sujets, c'est pas le débat maintenant, mais... Et un sujet géopolitique, parce qu'ils maîtrisent le magnésium, ils maîtrisent les terres rares, enfin, il y a plein de trucs sur lesquels ils font ce qu'ils veulent. Une politique vis-à-vis du Covid, qui est la leur, qui est zéro Covid, même si c'est dans un port, donc même si vous avez 25 cas, 25 ou 30 cas, là, c'est ça qui... Ouais, mais si vous avez, la dernière fois que j'ai parlé avec Clasquin, qui est une société de logistique, il me disait, il y a un mois, qu'il y avait 290 super bateaux géants qui attendaient à l'extérieur des ports en Chine, parce que les ports étaient fermés dès qu'il y avait un cas de Covid pendant une semaine. Donc, plus je vous passe les semi-conducteurs, les machins, les trucs, donc... Évidemment qu'il y a de l'inflation, parce qu'il n'y a juste pas les produits. Oui. Donc face à ça, et plus les matières premières, plus la transition énergétique. D'accord, mais là, attention, parce qu'il y a quand même différents horizons de temps. Le coût du fret, il a marqué des pics, il est en train de commencer à baisser. Les prix de certaines matières premières sont quand même aussi en train de commencer à refluer. Est-ce qu'on n'est pas au climax, justement, de ces tensions, de ces pénuries? Enfin, en tout cas, dans l'anticipation que le marché peut en faire. Et est-ce que là, on ne fait pas une erreur fondamentale, justement, en abandonnant l'idée transitoire de l'inflation au moment où, peut-être, elle est en train de passer son pic? Après... En fait, les sociétés, c'est pour ça que moi j'aime bien la microéconomie, voir les sociétés, parce que les cas sont tous différents. Il y a des gens qui vous expliquent que, certes, le container est passé de 1 500 à 20 000 $ Asie-Europe, mais la boîte Intel va dire, mais moi je m'en fous, parce que moi j'ai contractualisé de façon annuelle à 3 000. Donc quand ça valait 1 500, j'étais pas bien parce que les gens étaient au spot, mais moi j'ai contractuellement 3 000, donc je m'en fous de la hausse. Mais sauf que toutes ces histoires, c'est comme les gens qui vous disent qu'ils sont couverts sur l'énergie. Vous êtes couverts sur l'énergie pendant 3 mois, 6 mois. Bien sûr. Donc tout ce qu'on vit en ce moment est le reflet de décisions qui ont pu être prises au niveau protection, couverture, il y a quelques mois. Le vrai sujet, le vrai impact, c'est 2022. Donc tout ce qu'on dit... C'est en 2022 qu'on va le voir. Donc je fais le lien avec les publications du 3e trimestre des entreprises, qui sont non seulement rassurantes, mais voire bonnes, voire très bonnes. Vous dites, en fait, on n'a pas du tout encore le plein impact de ces ruptures d'approvisionnement, de problèmes de pénurie. C'est minimum T4, voire T1, T2 2022. Bien sûr. Après, il y a des sociétés qui s'engagent pour l'année prochaine, qui dans le wording, dans ce qu'elles racontent, mettent des bémols, ou il y a celles qui en mettent et celles qui n'en mettent pas. Mais évidemment, tout ça, c'est... Le problème des marchés financiers, c'est que ça vient un sujet où ils sont obsédés par un truc, mais l'économie en général, c'est un peu le temps long. Donc le marché est focalisé sur les publications maintenant, mais le vrai impact, c'est pas forcément maintenant, c'est après. Donc il y a un problème de temporalité extrêmement important. Mais donc voilà, donc en réalité... on verra. Les gens de la logistique vous disent que ça ne s'ajustera pas avant le nouvel an chinois au plus tôt. Mais ça veut dire que les banquiers centraux ont raison d'être beaucoup plus équilibrés dans leur discours vis-à-vis de l'inflation, si je suis ce raisonnement. Oui, et tout est en même temps. La transition énergétique est inflationniste. Il y a énormément de choses qui sont structurellement inflationnistes. Après, en fait, le vrai sujet, je termine là-dessus,
Le vrai sujet, c'est le pricing power. Quelles sont les sociétés qui sont capables de vous dire je vends des 100, maintenant je vends 105 et c'est comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Sur les prix de marché, alors qui sont emblématiques peut-être des ruptures Covid, Julien, oui, il y a des, je sais pas, le prix du fret, le prix de certains métaux très utilisés, justement, qui sont des baromètres justement de ces tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Est-ce que vous avez l'idée là aussi qu'on a atteint des sommets et que qu'on est en train de passer ces sommets peut-être ? Alors, c'est une question, et je dois prendre le terme temporalité aussi, pour une question comme ça. Sont apparus, si on se réfère à la dynamique des prix en analyse technique, sont apparus très récemment quelques signaux qui montrent qu'on a peut-être un sommet local sur beaucoup de matières premières. Donc, pour reprendre les remarques que vous faisiez, est-ce qu'on est aujourd'hui à un moment où peut-être ça va se tasser ? La réponse est oui, il y a cette possibilité. Ceci étant, ça s'inscrit dans le cycle du prix des matières premières, qui est un cycle sur lequel tous ceux qui apprécient les cycles travaillent, qui a commencé sur les matières premières agricoles il y a 300 ans et qu'on connaît mieux sur les prix industriels et énergétiques. C'est un cycle qui fait environ 54 ans, mais surtout ce qui est important, c'est qu'il a, dans sa phase ascendante la plus prégnante, il a trois périodes d'environ 9 ans. On sait que ça a commencé au plus bas du pétrole entre 1999 et 2000, et on devait avoir un premier sommet environ 9 ans plus tard. 2008. C'est en 2008. Voilà. $150 le baril. Voilà. Et on devait avoir un creux environ autour de 2016-2017. C'est à peu près ce qui s'est passé. Je fais l'économie du petit passage sous $0 en quelque sorte du pétrole en 2020. Et donc on est depuis ce moment-là, on va dire depuis 2016-2017, on est dans la troisième phase ascendante de 9 ans. Et cette phase est la plus émotionnelle, la plus traumatique, c'est la plus virulente. Et c'est celle qui, normalement, apporte le fond d'inflation des économies qui subissent en fait cette dynamique. Quand je dis le fond d'inflation, c'est qu'après, il y a ce qu'on appelle les effets second tour, les effets d'entraînement qui se mettent en place. Ouais. Mais là, au moins, sur les matières premières, on a ça. Alors, c'est-à-dire que quand on dit aujourd'hui, oui, les matières premières, ça devrait se calmer un petit peu, je le dis bien volontiers, je viens de vous répondre, mais je ne vais pas parier du tout. Mais sur les prochaines années, vous dites... Les matières premières, c'est plus un sujet. Je comprends. Voilà. Et c'est pour ça, quand vous rajoutez, et à juste titre, le coût de la transition énergétique, parce que ça, c'est une décision politique quasiment universelle, qui est actée partout, qui va passer d'une manière ou d'une autre, les déterminants d'une inflation soutenue dans les prochaines années sont vraiment là. Voilà. Ça me paraît assez clair, ce point-là. Et donc, il y a une fenêtre de tir là, pour les banques centrales qu'il ne faut pas rater d'une certaine manière ? C'est maintenant ou jamais Oh non, ça va être très... Alors là, autant la manière dont les cycles se reproduisent, c'est quelque chose qu'on sait étudier. La manière dont les réactions vont se faire, que ce soit dans la communauté financière ou dans les sociétés, c'est quelque chose qui prend des différents aspects. Je n'ai aucun avis là-dessus. Ce que je disais quand même tout à l'heure, c'est que l'idée que les banques centrales sont à la fois capables de générer de l'inflation ou de la retirer, c'est une idée qu'il faut quand même modérer, à mon avis. Voilà. Les choses ne se font pas nécessairement, enfin, pas toujours, par je dirais la puissance des outils des banques centrales. Ça se fait par des phénomènes beaucoup plus intimes de l'économie. Zaccaria, alors je veux bien, on dira un petit mot peut-être de la croissance américaine, mais plus on voit de banques centrales agressives justement sur l'idée il faut sortir des politiques extra accommodantes et revenir à quelque chose d'un peu plus rigoureux, plus on voit les taux longs baisser d'une certaine manière. Enfin, je veux dire, le 10 ans américain est retombé à 1,55. On a péniblement atteint 1,70 là au cours des dernières semaines. Et puis on voit des phénomènes d'aplatissement. Alors sur des parties très longues de la courbe qu'on regarde jamais d'habitude parce que ça bouge pas. Le 30 ans américain, il bouge généralement très très peu. Mais là, on voit des phénomènes d'aplatissement de courbe sur des horizons de temps très très longs. Est-ce qu'il faut déjà donner un peu de signification à ces mouvements ou est-ce que c'est vraiment, je sais pas, de la technique de marché d'une certaine manière, ou est-ce qu'il y a quand même matière à extraire des enseignements de ce que nous dit le marché là. Alors il y a une partie technique qui est liée au fait qu'il y a des acheteurs naturels sur ces segments de courbe qui sont les fonds de pension. Mais ils sont là tout le temps, j'ai envie de dire. Donc il peut avoir un impact marginal quand les taux montent, et du coup ils en rachètent un peu plus parce que le coût d'opportunité est plus intéressant. Mais ce que l'on voit, en fait, le phénomène que l'on voit aujourd'hui, et surtout l'amplitude, cet écart entre les taux courts et les taux longs, laisse penser qu'il y a un pricing de marché qui se met de plus en plus en place, que les banques centrales vont être en retard sur la partie inflation, vont devoir resserrer leur politique monétaire de façon tellement importante
Et c'est pour ça que, par exemple, si tu es les États-Unis, on voit, en fait, c'est la partie 2 ans. Le taux 2 ans, on l'a oublié, en fait. Mais Pendant des années, on l'a oublié. Il était à 0,20, 0,15. Il bouge de 5 points de base maximum. Parce que c'est celui sur lequel les banques centrales ont le plus de contrôle, d'une certaine manière. Parce qu'on avait aussi la conviction qu'il n'y a pas de sortie de politique monétaire accommodante pour l'instant. Et c'était même pas dans le sujet. Et là, boum, il prend 25 points de base. C'est un mouvement qui est très marquant. Mais si en même temps, en fait, on a les taux longs qui sont plutôt stables, voire ils sont en train de baisser, ça traduit le fait que eh bien, la Banque centrale resserre ses conditions monétaires, ce qui a un impact sur le long terme double. Le premier qui était recherché, c'est de ralentir l'inflation, et 2, c'est de peser sur la croissance, et on réfléchit déjà au prochain cycle, à la prochaine phase de cycle, où on a un ralentissement, voire on rentre la prochaine récession qui arrive. Et ça, c'est vraiment, en fait, vraiment, c'est le billard à 4 balles, à 4 bandes. Parce qu'en fait, il y a énormément d'incertitudes, comme on le soulignait. Enfin, sur un horizon plus long, il y a beaucoup plus de choses qui vont rentrer en compte. Des facteurs que l'on connaît, la transition énergétique. Si on raisonne sur le cas américain, il y a par exemple le plan dont on discute depuis une année déjà, mais qui peut entrer et qui va avoir certainement des impacts structurels. Donc en fait, il y a des inconnus, il y a des choses qu'on ne connaît pas qui vont. Donc en fait, raisonner de cette façon-là est quand même surprenant en fait en termes de réaction de marché. Ouais, je comprends. C'est aller un peu trop vite en besogne, voilà, de cette manière, pour dire les choses. Sur la question immédiate de la croissance américaine, est-ce que la perte de vitesse de croissance au troisième trimestre, que tout le monde avait quand même un peu identifié ces derniers temps, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est inquiétant pour la suite, ou est-ce que c'est juste un petit passage à vide normal? J'ai envie de dire que c'est un thermomètre de la situation actuelle. Un thermomètre dans le sens où c'était surtout le deuxième trimestre qui était exceptionnel, parce qu'on avait l'échec au ménage, donc ça a boosté la consommation. Et troisième trimestre, qu'est-ce qu'on a ? On a le cas Delta, donc ça pèse un peu. Oui. On a le blocage des chaînes logistiques. Ça bloque beaucoup, tant en consommation par les ménages que par les entreprises. Et on voit ce facteur-là vraiment baisser fortement, en particulier sur les voitures, moins 50%. Et en fait, en même temps, ça montre qu'il y a des choses qui... Enfin, on est sur une situation qui est instable. Le thermomètre, ce qu'il montre aussi, c'est que, en fait, il y a sur les 2% de croissance, il y a une contribution de 2,1% des stocks. Donc en fait, en même temps, on est en train de dire qu'il n'y a pas assez de stocks pour vendre des choses, et en même temps, on est en train de reconstituer des stocks de l'autre côté. Donc on est quelque part dans une phase transitoire, et que l'économie, elle subit le contre-choc, enfin le décalage entre justement le soutien fiscal du deuxième trimestre et actuellement, et subit aussi le fait que il y a tous ces sujets qui restreignent l'offre et qui ont un impact sur le PIB actuellement. Et on imagine que ça va réaccélérer un peu. On imagine c'est peut-être déjà dans les cartes aujourd'hui pour la croissance américaine, notamment. Voilà, on imagine que ça réaccélère. Dramatiser à 2%, ça reste quand même un bon chiffre dans l'absolu. Donc, puis, la croissance nominale est revenue sur la tendance d'avant-crise. Le PIB a comblé complètement le gap Covid. En termes de niveau, ils sont vraiment, ils sont bien. Ils sont très bien. Non, mais c'est historique. Oui. Je veux dire que l'économie américaine rattrape à ce point-là le choc d'une crise. C'est historique par rapport aux crises précédentes, en tout cas celle de 2008-2009. Tout à fait. Donc c'est plutôt pas forcément négatif pour la suite. Je pense qu'il ne faut pas lire ce chiffre-là, en particulier au-delà de ces premiers éléments qui traduisent justement des choses que l'on savait déjà. C'est pour ça qu'on l'attendait en baisse. Bon, pas autant en baisse, mais il y a c'est un chiffre à interpréter, effectivement. Voilà, exactement, et à intégrer dans une dynamique qui reste quand même une dynamique porteuse sur la croissance américaine. Bon, que disent les entreprises de tout ça, Sébastien ? Période de publication, vous parlez du pricing power. Voilà, qu'est-ce qui vous surprend, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette période de publication On peut parler d'entreprises spécifiques avec vous. Non, c'est le but. Les publications sont bonnes. C'est ce que vous disiez. Les vrais problèmes, c'est sans doute pour plus tard, dans les marges des entreprises. Mais après, ça dépasse. Tout l'enfer sera dans le détail. Et dans les secteurs, aujourd'hui, on a eu STM, Dassault Systèmes, Capgemini. Pour elle, la vie est belle. Ouais. Elle est encore mieux qu'attendue. Ils ont tous les trois relevé leurs estimations pour 2021. Donc là, ça se passe très bien. Et le marché achète encore. Et le marché achète encore. Alors c'est tout le sujet en fait du marché actuel, c'est qu'on a le marché est de plus en plus momentum. C'est-à-dire que les gérants comme moi, qui sont des gérants stock pickers,
Nous sommes une minorité de plus en plus en position. Une espèce en voie de disparition, c'est ça? J'espère pas. Mais en tout cas, on est minoritaire dans les flux. C'est-à-dire que les flux sont de plus en plus algorithmés, trackers, gestion passive, momentum. Ce qui veut dire qu'en réalité, et c'est le gros sujet, aujourd'hui, le sujet de la valorisation fondamentale du point de départ est devenu un point mineur. Donc la valorisation est aujourd'hui secondaire. Le plus important, c'est le momentum de révision. Donc les sociétés comme Capgemini ont revu en hausse leurs estimations. Ça monte, c'était comme Alten, des sociétés de très grande qualité au demeurant, mais elles montent de 5% parce que les résultats sont meilleurs que prévu. Les gens qui déçoivent, on s'en fout que ça soit pas cher. Ça a déçu, ça baisse. Donc en fait, le point de départ n'est absolument pas un sujet. Donc la valorisation absolue n'est pas le sujet, c'est juste la tendance à la hausse, à la baisse. Donc ça, c'est comme ça. C'était certainement pas le cas il y a 10 ans ou même il y a 5 ans. Donc en tant qu'investisseur, on doit s'adapter. Mais c'est quelque chose qui est très clairement une réalité qui peut faire que parfois les patrons sont un peu désarçonnés par leur valorisation. Et pourquoi aussi on voit des sociétés sortir de bourse parce qu'elles ne sont pas dans ce fameux momentum. Et quand on me dit les marchés sont chers, je dis c'est faux. Il y a des valorisations qui sont élevées sur certaines sociétés et d'autres qui sont au tapis et qui sont pas chères. Et demandez à Xavier Niel ce qu'il pensait de Iliad, et bien il va vous dire que c'était pas cher. Ouais. Donc voilà, donc on est dans cette situation un peu paradoxale. Demande au patron de Worldline ce qu'il a pensé de son Capital Market Day hier, moins 15%, ça baissait encore aujourd'hui. On se traite aujourd'hui en EV/EBITDA sur Worldline, en dessous d'une fois quasiment un écart type par rapport à la valorisation historique, alors qu'on est sur des perspectives qui sont quand même pas mauvaises. Mais ça m'intéresse beaucoup, surtout dans des périodes de phase de publication. On regarde toujours effectivement le price action sur la publication, sur le jour de la publication, sur les 24 heures, les 48 heures. Mais derrière, est-ce que les choses se corrigent quand même? Oui, c'est ça l'intérêt pour un stock picker, parce que vous ne tradez pas sur la journée, c'est pas votre point, ça. Sébastien. Non, mais c'est Worldline, ça va se corriger. Si c'est malvenu, si c'est une erreur du marché de mettre moins 15% sur Worldline, ça va se corriger. Avec le temps. Mais ça veut dire, mais une fois encore, tous les fonds de momentum n'ont aucune envie d'avoir du Worldline. Mais par exemple, ils n'avaient pas de groupe SEB. Mais il y a eu une publication de groupe SEB hier. Ça s'est envolé de plus de 10%. Ça s'est envolé jusqu'à 17 ou 18% en séance, parce que le marché se faisait super peur. Et ils ont dit, finalement, les coûts matières premières, on pensait que ça sera tant, ça sera un peu moins. Et puis la croissance, on pensait que ça serait ça sera un peu plus. Donc il y a eu un réajustement et ça a pris 15%. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, on dit que sur des sociétés, la performance, vous la faites sur 2 ou 3 jours dans 2-3 séances dans l'année. Oui, bien sûr. C'est difficile de jouer au plus malin. C'est moins d'une dizaine de séances dans l'année où il faut absolument être là pour faire sa performance. Et sur des boîtes, c'est un peu ça. Donc c'est difficile. Donc ça veut dire que faut attendre, il faut être patient. Mais Et en même temps, Sébastien, on voit le secteur bancaire, on voit le secteur énergie au sens large, qui sont justement, alors là en termes de momentum, c'était les secteurs à la cave, personne n'en voulait. Comme vous dites, on ne regardait plus la valorisation, même si c'était plus que pas cher, ça n'empêchait pas les titres de rester au table. Là, ça change sur ces secteurs-là, par exemple. Les gens, c'est beaucoup traité en panier. Et ce qui veut dire qu'on va faire la thématique taux d'intérêt, et on va mettre dans le même panier des boîtes qui, par exemple, vont avoir un impact direct en chiffre d'affaires et en profitabilité lié à la hausse des taux d'intérêt, et d'autres qui sont considérées comme des financières au sens large, dans le panier financier, et où les taux d'intérêt, pour elles, n'auront aucun impact, entre guillemets, et pourtant, ça montera pareil. Donc, je veux dire, on est un peu là-dedans, donc il faut ça prend du temps. Donc c'est pour ça que c'est un métier qui est passionnant. Mais c'est une réalité il ne faut pas regarder le marché au jour le jour, et puis il ne faut pas dire cette boîte vaut tant, c'est bien, ça s'ajustera tout le temps. C'est le temps long qui est important. Ouais. Sur l'ambiance de marché actuelle, Julien, alors on parle de sujets problématiques. Le mois de septembre a été un mois à problème, entre guillemets. Les craintes, inflation, ralentissement, décélération de la croissance, le début de virage des banques centrales, des politiques monétaires. Un mois et demi après, le S&P 500 est à quasiment 4600 points, au plus haut historique. Rien n'arrête le momentum de marché.
Est-ce à dire que les craintes ne sont pas suffisamment importantes pour Oui, que les investisseurs s'arrêtent là? Il y a aussi la prise en compte de la nouvelle politique interne chinoise et la réaction par rapport à la situation immobilière. Alors, il y a quand même un lien, même si je travaille sur les comportements, il y a quand même un lien entre le niveau d'activité économique et le niveau des prix de bourse, mais sur le moyen-long terme. Il se trouve que l'activité économique, elle a fait, selon mes études, un point bas fin 2018, début 2019, relativement important. Le phénomène Covid, je ne le traite pas dans le cycle, puisque c'est pas. C'est une parenthèse pour vous. Voilà, c'est pas un élément du cycle, je ne peux rien en dire. Je constate qu'effectivement, il a modifié la forme du cycle, mais il y a toute chance pour que pour que le cycle perdure, même s'il prend une forme un peu différente. Ce qui nous amène jusqu'à fin 2022, début 2023, pour avoir le prochain creux cyclique. Voilà. Donc, on doit avoir quelque part, en ce moment, ou un peu plus tard, un ralentissement économique. Alors, qu'est-ce qu'on voit en ce moment ? On sait que la Chine, qui a repris l'activité post-Covid plus tôt, a déjà acté le ralentissement et qui est en train de se confirmer dans l'ensemble de l'Occident. Quand je parle de ralentissement, c'est une moindre vitesse de la croissance, une croissance négative, moindre vitesse de la croissance. Voilà. Alors, est-ce que le marché action escompte ça ? De toute évidence, aux États-Unis, il ne l'escompte pas, puisqu'en étant sur un sommet historique ou quasiment sur un sommet historique, on n'a pas ça. En revanche, on voit que l'Europe sous-performe le marché américain et finalement, elle escompte un peu ça. Alors comme elle est un peu plus sensible au niveau des valorisations, on peut se dire que le ralentissement devrait arriver. Et ce qui se passe en ce moment, sur le marché américain, c'est une amélioration des multiples ou une réelle amélioration des profits d'entreprise qui seront publiés au T1 en janvier de l'année prochaine. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Ce qui m'importe là, c'est plus de me dire quelle est la psychologie en fait du marché. C'est-à-dire, je sors de la partie cycle pour revenir sur le comportement global de la foule qui forme les prix. Et je vous disais, je crois que c'était mi-juin à peu près, que je préférais sortir du marché d'actions et d'attendre. Non pas que je voyais un risque particulier, mais qu'à mon avis, il y aurait plutôt de la volatilité. Donc c'est ce qui s'est passé en Europe. On a fait plus ou moins 5%. Enfin, bon. On est sur les niveaux de début d'été, c'est ça, grosso modo. On est sur la partie haute en ce moment. Oui. Il n'y a pas longtemps d'être sur la partie basse. Bon, enfin, ça ne bouge pas beaucoup. Mais je ne voyais ni euphorie, je ne voyais pas de problème. Il y a juste que je savais qu'au niveau du cycle économique, il y avait quelque chose. Il fallait faire attention. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé au cours des 3-4 derniers mois. Et c'est pas certain, mais c'est pas impossible que la complaisance ait beaucoup monté. Et je suis pas catégorique, mais autant j'avais pas de complaisance en juin-juillet. Enfin, en juin, c'est sûr qu'il n'y en avait pas. Il y a juste des discours qui avaient changé. C'est-à-dire qu'au lieu de dire qu'il fallait être prudent, on ne disait plus qu'il fallait être prudent. On disait qu'il fallait des actions. Voilà. C'est quoi les indices aujourd'hui qui vous amènent sur cette idée de complaisance, peut-être ? Principalement des indices sur la volatilité et le marché des options. Volatilité implicite, donc dans le prix des options, et du rapport qu'il y a dans les positions ouvertes sur les marchés d'options. C'est quelque chose qui se produit de temps en temps, qui ne signifie pas nécessairement une crise financière, mais quand ça se produit, ça veut dire qu'une nouvelle non escomptée peut avoir un impact très fort sur les prix. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc je constate que la complaisance est plutôt là. Et ça ne m'incite pas à participer au rallye qui pourrait se produire, parce que novembre, décembre, janvier, en général, c'est bon. Soyons clairs, il ne faut pas du tout inquiéter les gens. Mais c'est assez paradoxalement... Je trouve que le risque n'en vaut pas le jeu. Non. Assez paradoxalement, alors qu'on est sur des sommets historiques, et que je vous écoute depuis quelques années, généralement... les sommets appellent des sommets. Vous dites là, on est peut-être dans une situation assez contre-intuitive où on est sur des sommets, mais le marché est beaucoup plus vulnérable qu'il ne l'était il y a quelques mois sur ces mêmes sommets. C'était le T1 2018, où justement le marché était sur une forme de sommet historique, et je disais il va y avoir un ralentissement, je ne sais pas quand, je préfère sortir du marché. Moi j'ai passé 8 mois à regarder les prix de 1,5%, 1%, etc., pour tout d'un coup que ça perde 20%, ou 20 ou 30% selon le marché qu'on regardait. Je ne sais pas si c'est ce qui va se produire, mais je suis dans une situation qui est un petit peu analogue, et donc qui m'incite à être très peu exposé, mais c'est pas une très faible exposition, ni par prudence. Nous avons eu une exposition très forte aux actions pendant très longtemps. Oui, bien sûr. Donc, oui. Il s'agit simplement de dire, est-ce que le risque vaut d'être pris ? Je ne le pense pas. Voilà, donc je suis toujours très conservateur sur la partie action. Bon, si on s'interroge sur
Niveau de complaisance des marchés, je ne sais pas, sur les marchés que vous regardez, Zacharia, de crédit. Sur le marché de taux, c'est un peu secoué. Ça secoue un peu en ce moment. Ça secoue un peu. Oui, il y a c'est peu de là où ça volatilité. secoue, en fait. Voilà, exactement. La vol du marché action rebaisse, mais sur les taux, c'est là où ça remonte. Hein. C'est là où ça secoue fortement, surtout sur la partie courte de la courbe, donc c'est de 0 à 5 ans. Et en fait, ça crée aussi des opportunités. Donc sur le marché du crédit, c'est là aujourd'hui le segment qui pourrait être le plus intéressant à investir. Parce que les taux remontant, les spreads de crédit restant globalement stables, ça crée cette opportunité-là avec la différence avec le marché des actions, c'est qu'on a, on a une échéance, on a un terme. Ouais. Donc si on peut supporter la volatilité jusqu'à proche de l'échéance, on peut avoir un rendement qui est certes limité, mais qui est moins risqué actuellement. Quand on voit le marché du crédit, c'est un marché d'un point de vue complaisance. Quand on regarde les primes de risque qui sont données par le marché du crédit par rapport aux taux de défaut qui sont attendus, voire même historiques, il y a encore de la marge. Il n'y a pas de complaisance au sens propre du terme. On est rémunéré pour le risque que l'on prend. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais le risque que l'on prend est justement rémunéré. Et donc, dans ce sens-là, ça reste quand même quelque chose d'intéressant d'un point de vue investissement. L'autre chose, c'est qu'on assiste vraiment à une migration. En fait, avec la crise du Covid, les agences de notation ont dégainé très vite. On leur a reproché ça en 2008, donc ils ne se sont pas fait prier en 2020. Ils ont dégainé très vite. Il y a eu beaucoup d'émetteurs qui ont été downgradés, dont la note a été baissée. Et là, en fait, on assiste à une migration. Là, on est à peu près à 7% de l'univers à yield, donc des moins bien notés, qui a déjà migré sur l'investment grade. Et c'est un mouvement qui est vraiment important. Et comme on dit, c'est les rising stars, c'est ça ? Voilà, les étoiles montantes qui passent d'une catégorie mauvais élève à une catégorie bon élève. Voilà. Et du coup, ça touche des petits noms comme des gros noms, et ça a vraiment un impact sur la valorisation de ces instruments-là, justement, de par la gestion passive, parce qu'il y en a. Ça rentre pareil. Dans un univers. On change de catégorie et donc ça attire de nouveaux investisseurs, de nouvelles catégories d'investisseurs, de nouveaux investissements. Il nous reste 2 minutes pour parler de Tesla. C'est très ouvert. Je sais que le sujet tech vous intéresse évidemment et on a parlé de Tesla tous les jours là, depuis quelques temps. Sébastien, je sais pas, c'est quoi votre commentaire ? Moi j'ai plein de questions, mais il nous reste 2 minutes. Donc, c'est intéressant parce que c'est une société qui va faire 70 milliards de chiffre d'affaires l'année prochaine. 15 ou 16 milliards d'EBITDA et qui est valorisé effectivement plus de 1000 milliards. Ouais. Donc tu dis c'est un peu cher, 70 fois l'EBITDA. Mais dans les faits, sachant que Renault se paye 2 fois son EBITDA. Oui. Donc c'est ça qui doit les faire pleurer, c'est qu'il y a un différentiel de valorisation qui est juste monstrueux et qui leur donne un avantage compétitif extraordinaire. Mais dans un marché uniquement momentum, il faut se rappeler un truc sur les 4 dernières semaines. Les estimations de résultats attendus de Tesla sur l'année en cours ont été augmentées de 12% sur les 4 dernières semaines. Et sur la dernière année, les estimations de résultats attendus sur 2022, mars 2022, ont été augmentées de 2,5 fois. Ah ouais. Donc en fait... C'est pas cher. En fait, non, mais c'est pas cher. Non, mais ce qui se passe, c'est que c'est peut-être pas si cher. Non, mais 70 fois l'EBITDA, il y a plein de boîtes de tech qui se payent swap. C'est parce que ça implique beaucoup de croissance. Bien sûr. Fait. C'est ça un peu l'histoire. Mais on est sur des chiffres qui existent et qui sont vraiment représentatifs de la période actuelle. C'est-à-dire que, certes, les multiples sont très élevés, mais c'est des gens qui délivrent. C'est-à-dire que depuis 18 mois, ça veut dire que l'investisseur qui regarde Tesla, il remarque à chaque publication, il va dans Excel et il augmente les estimations attendues. C'est une valeur qui est de moins en moins spéculative de ce point de vue-là, vous diriez, Sébastien. Mais ça le reste un peu. Parce que quand vous payez 70 fois l'EBITDA, il n'y a pas le droit à l'erreur. Ça implique que vous devez constamment justifier votre capacité à surprendre positivement. Oui, battre vos propres objectifs en permanence. Et à un moment, les lois de la pesanteur marchent. Et c'est difficile. Moi, ce que je dis quand je donne des cours, c'est toutes les boîtes du monde, à un moment, se finiront par se payer 10 fois l'EBITDA. Donc si tu fais 1000 milliards de capitalisation, il faut se dire, est-ce qu'un jour, Tesla fera 100 milliards d'EBITDA, oui, non. Après, les gens qui se moquaient de Tesla, à juste titre, il y a des années, parce que c'était industriellement parlant, ils avaient du mal. Le fait est qu'aujourd'hui, industriellement parlant, ils ont moins de mal et ils délivrent. Ils ont une vision
qui a été moqué, qui est aujourd'hui une réalité. Moi, j'ai lu la biographie d'Elon Musk, ce qui est assez intéressant, et ce qui a fait, par exemple, dans SpaceX ou dans Tesla, dans SpaceX, c'est pour ça qu'il a tué beaucoup de gens, c'est que quand une pièce coûtait $1 million à faire chez Ariane ou chez Boeing, il allait voir un ingénieur de talent et il disait, tu me fais la même pièce pour $10 000. Tu as 2 ans, tu as 3 ans, tu y arrives, tu es riche, tu n'y arrives pas, tu es viré. Et que dans les faits, eh ben, plus d'une fois, c'est arrivé, en se grattant la tête, en étant disruptif, ils sont arrivés à faire la pièce à 1 million, que tout le monde faisait 1 million, parce que c'est de l'argent public, qu'on ne se posait pas la question de savoir, ça coûte, mais c'est pas nous, ce n'est pas notre argent de toute façon, et ben on le faisait, on le faisait. Donc du coup, avantage compétitif, avantage dans l'appréhension du sujet, et puis lui, il a une vision globale, Musk, parce que s'il y a Tesla, il y a SpaceX, les constellations de satellites, ça servira à faire marcher aussi. Pas se tromper, les trucs de basse orbite, ça fera marcher, ça sera des réseaux qui feront marcher les Tesla. Donc tout ça, c'est bien. Faut qu'on s'arrête là. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour Planète Marché ce soir. Sébastien Lalvé, la financière Arbevel, Zakaria Darwish, CPR Asset Management et Julien Nebenzal, le président de Futur IM.